Donc stratégie de contenu, on va regarder dans cette communication digitale l'intérêt d'écrire du contenu, l'intérêt de faire du contenu et à quoi sert tout le contenu que nous allons pouvoir produire. Alors vous êtes là vraiment au cœur du réacteur, puisque en tant que sportif, vous produisez des événements, vous produisez des émotions, vous produisez des compétitions, vous produisez des images, vous produisez des textes, vous produisez des liens avec les personnes qui vous suivent. Et tout ça, c'est un énorme contenu dont vous pouvez soit quasiment rien faire, en le laissant de côté, puis en le publiant comme ça sur réseau 1, réseau 2, réseau 3, soit vous pouvez avoir, et c'est le but de ce cours aujourd'hui, soit vous pouvez avoir une véritable stratégie de contenu. Alors, encore une fois, je fais un petit retour en arrière avant de commencer ce cours sur les contenus avec un petit previously. Donc, qu'est-ce qu'on a vu auparavant en 3 minutes? Je vous rappelle le tout premier cours qu'on a fait ensemble où on a parlé du X, où on va en reparler aujourd'hui de ce petit monsieur-là que vous voyez en noir à gauche qui s'appelle Gary Vaynerchuk. On l'appelle aussi Gary V, V-E-E. De son petit nom, donc on en reparlera aujourd'hui, mais là il nous disait déjà dès le début mindset is everything, donc c'est super important d'avoir un état d'esprit digital. Software is eating the world, la fameuse citation de Marc Andreessen, celui qui a inventé Mozilla Firefox et qui est un gros investisseur. On a vu l'impact de la musique dans ce monde digital et dans cette incroyable création de communauté qui est extrêmement forte et qui permet vraiment de faire des miracles. Et on a vu aussi le fameux UX, donc User Experience, qui entraîne le User Engagement. Donc pourquoi est-ce qu'on fait vivre des expériences à nos clients, à nos utilisateurs ? Mais pour que ils s'engagent avec nous, et le but ultime de l'engagement, c'est qu'ils achètent nos produits, et tout ça c'est un peu chamboulé dans l'économie numérique. Deuxième cours, on a vu la définition du marketing, donc créer de la valeur pour l'écosystème, pour le client, pour l'entreprise. On a vu la fameuse décomposition du marketing digital en différents sujets. On appelle la taxinomie. La fameuse planche à roulettes versus way of life d'une personne qui utilise sa planche à roulettes. Les 3 piliers du digital, donc le user. Et retenez bien ça en tête, c'est hyper important comme démarche. Le user avec son persona, premier point. Deuxième point, le parcours client avec tous les points de contact, je vous le fais en français. Et troisième point, toute la data qui est liée à toutes ces interactions et data que l'on va devoir collecter, stocker, manipuler et dont on va pouvoir tirer un certain nombre de choses. Ça, c'était le deuxième cours. Le troisième cours, on a parlé des GAFA, des Big Tech, des DNVB, de la blockchain, du Web3, des plateformes diverses et variées, du fameux SaaS, S-A-A-S, le Software as a Service, tous ces logiciels qui sont extrêmement importants. Et le cours de la dernière fois portait sur ces éléments-là. Tout en haut, à gauche, le fameux AAARRR, il y avait une question du quiz dessus. Le fameux, si je puis dire, secret sauce de la stratégie, c'était d'abord, on se base sur les problèmes qui existent,
on trouve des solutions aux problèmes qui existent, ensuite on distribue à l'échelle et la personne qui a eu 20 dans le quiz, elle a bien retranscrit ces différentes étapes dans les questions qui étaient posées, et puis troisième étape, la distribution, et quatrième étape optionnelle, le fait de scaler ça, donc de passer à l'échelle et de faire quelque chose d'extrêmement grand. Les fameuses unicorns, donc les licornes en français, qui sont valorisées à plus d'1 milliard de dollars, et avec l'agilité de faire des proof of concept et des product market fit, etc., etc. Et le cours d'aujourd'hui, donc sans plus attendre, et on y va tout de suite, tadam, on parle de stratégie de contenu. Alors on est à mi-chemin du marketing d'influence, des réseaux sociaux, des sites web, et aussi de l'édition de livres, de l'édition de vidéos et de l'édition de photos. Donc on est dans un monde vraiment de génération, j'utilise pas ce mot au hasard, de génération de contenu, qui a pour objectif d'influencer les personnes ou d'utiliser des influenceurs pour parler aux personnes à qui on a un message à passer. Et la première grande distinction que je voudrais vous faire, et ce sera vraiment le cœur de ce cours aujourd'hui, c'est de vous faire comprendre la différence qu'il y a entre le brand content, donc le contenu de marque, ça c'est un pôle, et de l'autre côté, ce qu'on appelle le content marketing. Donc vous avez bien ces deux termes en tête, le brand content d'un côté, qui s'oppose au content marketing. Les deux sont des stratégies de contenu. Donc, si demain vous devez mettre en place, vous devez prévoir une stratégie de contenu pour votre marque, pour votre entreprise ou pour vous-même, vous aurez l'option de faire du brand content, du contenu de marque, ou, si vous le souhaitez, du content marketing. Alors, plutôt que de vous donner des définitions un petit peu longues et peut-être un petit peu délicates à mémoriser, je vous donne tout de suite un exemple et vous allez comprendre, en plus ça concerne le sport, donc vous allez comprendre de manière extrêmement rapide ce qui oppose le brand content et le content marketing. C'est l'opposition qu'il y a entre Red Bull et Coca-Cola. D'un côté, Red Bull fait du content marketing, c'est-à-dire qu'ils font du contenu, mais ils ne parlent jamais de boissons, ils ne parlent jamais de canettes, ils ne parlent jamais des bienfaits de la boisson. Alors, ils ont quelques petites pubs pour dire Red Bull donne des ailes, mais c'est des publicités anecdotiques. Ils en font, si on doit parler en pourcentage de leur budget de communication, il doit y avoir 2-3% de budget communication dédié au message. Red Bull donne des ailes avec quelques affiches, avec quelques spots de télé, avec quelques displays, avec quelques infos comme ça. Red Bull donne des ailes, mais 95% ou 96% de leur investissement communication, c'est dans tout ce que vous savez. C'est dans le ski extrême, dans les wingsuits, dans les plongeons, dans les concours, dans la musique, mais ils font certaines choses sur la musique, dans la F1, et ils font des choses, et c'est ça le content marketing, ils produisent des choses, ils génèrent du contenu qui, attention, c'est là toute la nuance. C'est pas une nuance, c'est la grosse distinction. Ils font du contenu qui intéresse leurs clients. Donc ils ont décidé que leurs clients étaient intéressés par la F1, par les sports extrêmes, par les trucs marrants, par des trucs un peu uniques. Ok, ils se positionnent là-dessus. Ils se sont aperçus à un moment donné qu'il y avait des clients qui étaient intéressés par le football. Ok, ils se sont mis dans le football. Et à l'opposé de ça, vous avez Coca-Cola qui lui fait du brand content, du contenu de marque.
Vous pouvez regarder les deux sites, redbull.fr, coca-cola.fr ou redbull.com, coca-cola.com. Vous verrez que sur coca-cola.com, on ne vous parle que de Coca-Cola, son historique, Coca-Cola, c'est la meilleure boisson, toutes les 10 secondes, il se vend 1 litre de Coca-Cola dans le monde, Coca, c'est la première boisson au monde, Coca ceci, Coca cela, donc c'est vraiment un contenu qui est centré sur la marque. Ils font de la communication, ils utilisent la F1, ils utilisent le football, ils utilisent les JO pour faire de la communication, mais ils le font à l'opposé de ce que fait Red Bull. Quand Coca-Cola veut faire de la F1, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent une écurie lambda, X, Y ou Z, je ne vais pas en citer, bien sûr pas Red Bull. Ils prennent une écurie, mettons Ferrari, ils sont rouges, Coca est rouge, et ils mettent un logo rouge, Coca-Cola, sur la Ferrari rouge. Et c'est tout. C'est pas eux qui embauchent les pilotes, c'est pas eux qui embauchent les techniciens, c'est pas eux qui choisissent les moteurs, c'est pas eux qui choisissent les stratégies de course. Ils ne font rien, ils mettent juste leur logo sur une voiture. C'est tout. Quand ils sponsorisent les JO ou une Coupe du Monde de football, ils mettent leur logo sur, alors rarement sur les vêtements, plus généralement autour du stade, et donc ils vont sponsoriser le stade pour tel match ou tel match avec des logos Coca-Cola partout. Et éventuellement un slogan, Enjoy Coca ou n'importe quoi d'autre. Mais vous comprenez qu'ils ne sont pas propriétaires de l'équipe de football, ils ne sont pas propriétaires de l'équipe de F1, ils viennent juste mettre leur logo sur quelque chose qui existe. La stratégie F1 de Red Bull, la stratégie footballistique de Red Bull, c'est, je crois, arrêtez-moi et corrigez-moi si je me trompe, ils ont une écurie de F1, ils embauchent leurs propres pilotes qu'ils payent, ils embauchent leurs propres techniciens et ils décident d'un petit peu tout. Quand ils font du football, ils rachètent une équipe de football, totalement ou partiellement, et ils embauchent un entraîneur, et ils procèdent au mercato, au transfert de joueurs, et c'est eux qui investissent réellement, ils sont propriétaires d'une équipe de football. Et donc, de la tête aux pieds, ils sont habillés en Red Bull, et le stade pourrait éventuellement s'appeler Red Bull. Donc vous voyez, d'un côté, Coca-Cola qui fait du brand content, c'est vraiment de l'ego, c'est je m'affiche de partout, je me montre et je dis que qui sommes-nous, d'où venons-nous, la formule Coca, les gens qui boivent du Coca sont cool, etc., etc. C'est le produit qui est au centre de la stratégie de contenu. Et de l'autre côté, et je vous ferai faire un exercice tout à l'heure, ce sera le premier, je ne sais pas ce que ça va donner, comme vous n'êtes que 4, 3, pardon, j'ai pas dit bonjour à Ibrahim, mais coucou Ibrahim, et je crois qu'il y en a un qui est parti au passage, non, Eloy, non, 4, donc on fera un truc individuel. Bonjour. Salut. On fera un truc individuel sur une stratégie de contenu en mode content marketing, donc Red Bull, pour une entreprise que vous connaissez bien. Donc pour schématiser, j'ai pris aussi le cyclisme. Quand Red Bull prend du cyclisme, ils ont leur équipe de cyclisme, ils ont leur maillot, leur vélo, et c'est eux qui décident de tout. C'est vraiment, pour moi, à mon avis, c'est vraiment les GOATs des stratégies de contenu. À tel point qu'ils sont très connus chez Red Bull pour avoir une gestion, on appelle ça du DAM, Digital Asset Management. Donc retenez ce nom, je vais vous l'écrire, excusez-moi, je ne suis pas dessus, je vais vous l'écrire dans le chat tout de suite, ce qu'on appelle le DAM. DAM, c'est Digital Asset Management, donc comme son nom l'indique, c'est la gestion des actifs numériques. Comment je vais gérer mes actifs numériques. Ils ont tellement d'heures de vidéos, tellement d'heures de programmes sur tous les sports, sur
toutes les zones du monde, dans tous les types de sports, y compris certains exploits, qu'ils sont capables de donner, ils pourraient très bien demain, s'ils le souhaitaient, chez Red Bull, ouvrir une chaîne de télé, ce serait la Red Bull TV, et ils ont tellement d'heures de programme, ils pourraient alimenter avec leur DAM. Ils ont déjà une chaîne de TV. Ah bah écoute, alors je le savais pas, merci Jacques. Elle est digitale ou elle est carrément analogique? C'est sûr qu'elle est digitale, elle s'appelle Red Bull TV, exactement comme vous avez dit. Il y a peut-être des pays où il y a de l'analogique aussi, peut-être en Autriche chez eux, mais je sais pas. Tu vois, je ne savais pas, merci de l'info. Ça m'étonne pas qu'ils le fassent parce que ils ont un très bon DAM, Digital Asset Management, et ils ont tellement de milliers d'heures de télé que ça m'étonne pas qu'ils en fassent une. Donc ça, c'est vraiment le gros du cours d'aujourd'hui, et vous devez être capable, quand vous voyez le contenu qui est généré par la marque, alors pas juste un post ou juste une vidéo, mais quand vous voyez plusieurs éléments du contenu qui est fabriqué par une marque, vous devez tout de suite avoir le réflexe de vous dire, est-ce qu'ils font du brand content? Ils parlent de moi, ma marque, mon histoire, mes gens, ma technologie, ma vision du marché, moi. Donc auquel cas c'est du brand content. Ou est-ce qu'au contraire, à la Red Bull, ils produisent des choses qui plaisent à leurs utilisateurs, et donc auquel cas ce serait donc du content marketing. Ça, c'est la première chose hyper importante de ce cours sur le content. Deuxième chose hyper importante de ce cours sur le content, je vous le mets dans le chat, comme ça si vous regardez le chat après, vous vous souviendrez de tout ça. L'abréviation ATTN que vous avez là, qui est l'abréviation de attention, ou attention en français, ça ne veut pas dire grand-chose, mais on va plutôt le dire en anglais. Tiens, si je me mettais là, voilà, non, là c'est pas terrible. Attention, et avec ce grand slogan de la bataille de l'attention. Et donc, toute la stratégie de contenu, que ce soit du brand content ou du content marketing, toute cette stratégie de contenu, elle a pour objectif de capturer, de captiver, d'attraper, de garder, utilisez le verbe que vous voulez, l'attention de l'utilisateur. Qu'on va abréger comme ça en ATTN, attention. Nous sommes dans une bataille de l'attention. Le contenu que produisent les marques, c'est pour faire des histoires qui méritent l'attention de ceux qui les regardent. Et donc ça, c'est hyper important à avoir en tête. On est dans une bataille de l'attention. Et vous savez que régulièrement, enfin à chaque cours, chaque fois qu'on se voit, je vous conseille des livres. Et là, je ne saurais trop vous conseiller ce livre qui s'appelle Day Trading Attention, qui dit bien ce qu'il veut dire. C'est-à-dire que la stratégie des marques consiste à dire chaque jour, je vais me battre comme je me bats à la bourse pour monnayer des valeurs, pour gagner de l'argent. Eh bien, moi, en tant que marque, chaque jour, je dois me battre pour monnayer, pour capturer, pour accaparer l'attention de mes utilisateurs. Donc, quand on est en stratégie de contenu et qu'on veut vraiment gagner, on doit se battre tous les jours pour gagner l'attention, et c'est une espèce de bourse géante où tous les acteurs et tous les concurrents veulent aussi capter l'attention des utilisateurs, et donc c'est ce que ce fameux Gary Vaynerchuk, je vous montre son livre en gros, mais vous le connaissez déjà, Gary Vaynerchuk, hein, le nom qui est ici, Gary Vaynerchuk, c'est vraiment le GOAT, le MC, le OG
OG pour Original Gangsta, au cas où vous ne l'ayez pas. C'est vraiment le pape, on va dire ça en français, le pape des réseaux sociaux et du contenu. C'est vraiment un gars fantastique aux États-Unis. Il a une des plus grosses boîtes de réseaux sociaux pour les entreprises. Il est très peu connu en Europe, donc ça veut dire que si vous suivez, je vous invite vraiment à suivre Gary Vee sur Instagram, sur TikTok ou sur LinkedIn ou sur tout ce que vous voulez, peu importe. Il est extrêmement inspirant et il est extrêmement fort pour vous donner les bons trucs pour capter l'attention des clients. Et vraiment, son livre est numéro 1 aux États-Unis. Il n'est pas encore traduit en français. Je vous ai fait je vous le mets en grand. Je n'ai rien fait. J'ai juste demandé à Grok, vous le savez, je vous l'écris dans le chat, c'est l'IA de X. Donc Grok 2, je lui ai dit, peux-tu me résumer le livre de Gary Vee, vous arrivez à lire le prompt en haut, Day Trading Attention, en 200 mots, et donc voilà ce qu'il me dit. Alors ce qu'il me dit n'est pas très intéressant, pas très pertinent, mais bon, c'est intéressant. Je vais vous demander vraiment pour le futur de retenir ce monsieur, Gary Vaynerchuk, et de retenir l'expression Day Trading Attention. Donc vraiment le monde du contenu aujourd'hui, de la génération de contenu, c'est de captiver l'attention des lecteurs et de la garder. Donc voilà les deux grands points importants de ce début de cours, et vous savez que les débuts de cours sont chez moi là où je mets le plus d'intensité, le plus d'attention. S'il y a un truc à retenir, je vous le dis pas à la fin du cours, je vous le dis vraiment au début du cours. C'est pour ça que on passe sous silence les définitions, les différents types, les machins, les trucs et les bidules. Ça, j'en parle après. Mais là, je préfère vous donner au début vraiment les deux éléments super importants. Donc, vous connaissiez l'expression time is money. Eh bien, cette expression time is money, selon moi, elle n'est plus juste aujourd'hui au XXIe siècle. Au XXIe siècle, c'est l'attention qui est la monnaie que les entreprises vont chercher à obtenir. Donc les deux points importants de ce cours au début des stratégies de contenu, c'est distinction entre le brand content et le content marketing. Et deuxième élément, on va prendre le bouquin de Gary Vee, l'attention, c'est vraiment la chose que l'on va essayer de capter. Alors, petite parenthèse, maintenant on va se consacrer un petit peu à ce qu'est le contenu. Donc là je vais vous dévoiler un petit peu, mais c'est des banalités, ce sont des banalités parce que vous le savez déjà, vous le pratiquez déjà, mais bon, toujours intéressant de le redire. Qu'est-ce que la stratégie de contenu va apporter au marketing, va apporter aux marques, va apporter aux sportifs, va apporter aux États qui font du soft power. Je vous mets le mot qui est un peu complexe dans sa définition. Les États, les courants de pensée font du soft power. Donc le hard power, c'est la guerre avec des canons, des balles et de la puissance. Et le soft power, c'est comment gagner l'esprit des habitants d'un pays sans faire la guerre, mais en les inondant de choses culturelles et de contenu. D'où la grande méfiance qu'ont les Américains vis-à-vis de TikTok, parce que TikTok c'est chinois, donc ils veulent pas que TikTok, qui est détenu par la société, bon, je pense que vous connaissez tous TikTok, mais c'est pas de TikTok dont il s'agit. Il faut retenir le nom de la marque qui s'appelle ByteDance. Je vous mets les mots importants dans le chat à chaque fois. C'est ByteDance qui possède TikTok. Donc ByteDance n'est pas vraiment chinois, ils sont singapouriens, mais bon, c'est pas très loin de la Chine, et ils sont largement influencés par le gouvernement chinois et le parti communiste chinois. Et donc les Américains ont peur que les Chinois fassent du soft power sur les États-Unis en
en mettant une culture asiatique aux États-Unis. C'est ce que font très 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 bien les Sud-Coréens avec quoi, à votre avis, ils essayent d'influencer le monde pour tourner le monde dans leur sens? Vous avez une idée de ce que font les Sud-Coréens? Ils font de la K-pop. Et la K-pop, c'est un mouvement de soft power et on l'a vu aussi sur Netflix avec Squid Game, je crois, qui était aussi de Corée du Sud. On le voit avec plein de systèmes qui essayent de nous inculquer la culture d'un pays pour qu'on soit plus réceptif à ce pays et derrière, qu'on soit plus réceptif aux marques de ce pays. Et on pourrait dire que la Chine a un peu raté son soft power, et quand on vous dit que ce produit est chinois, généralement ça nous provoque un léger sentiment de rejet en disant bah non, je préfère acheter un produit européen. Et quand on vous présente un téléphone Samsung étant sud-coréen, quand on vous montre un Samsung ou quand on vous montre une voiture Kia qui est aussi, ou Hyundai qui est sud-coréen, eh bien on n'a pas de sentiment de rejet. Enfin, arrêtez-moi si je me trompe, ou corrigez-moi si je me trompe, ou n'hésitez pas à donner votre propre avis. On n'a pas de sentiment de rejet vis-à-vis de la Corée du Sud. Ben ça, c'est pas un hasard, c'est l'effet de la stratégie de contenu qu'on appelle le soft power de la Corée du Sud, qui a très bien réussi ce genre de choses. Donc, je suis parti, désolé, sur un aparté. Donc digression, mais qu'est-ce que la stratégie de contenu apporte au marketing? C'est très simple, c'est ces trois choses-là, je vais vous les montrer en plus grand, c'est ces trois choses-là, c'est du texte, et alors là, moi c'est ce qui fait tout mon amour pour le web, et c'est ce qui fait tout mon amour pour ces stratégies de contenu, c'est que Google et l'IA et les LLM aiment et se délectent du texte que vous écrivez. Alors, même si on dit qu'une photo vaut 1000 mots, les robots de Google, les robots de OpenAI, les robots de Perplexity, les robots de Mistral, ils aiment avant tout le texte. Alors, les robots de Google aiment un texte différent des robots de Mistral. C'est pas tout à fait le même texte qu'ils aiment, mais ces machines-là se délectent du texte qu'on leur propose. Donc, du texte. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, bien sûr, des photos. Et je vous mets en garde tout de suite sur un élément par rapport à ces photos. Si vous publiez des photos, qu'elles soient sur des réseaux sociaux, qu'elles soient sur le web, qu'elles soient sur des blog posts, qu'elles soient n'importe où, bien sûr dans les réseaux sociaux, ça va de soi, le nom de la photo, le nom du fichier de la photo a son importance. Et vous vous doutez bien qu'aujourd'hui, Google ne sait absolument pas ce que c'est que IMG 0842, .jpeg ou .png ou .heic ou .raw ou ce que vous voulez d'autre. Donc, Google, quand vous lui envoyez une photo, la première chose qu'il lit, c'est le nom de la photo, le nom du fichier de la photo. Et si vous envoyez une photo IMG 847, Google, il ne sait pas ce que c'est. La pire erreur que font tous les sites internet quand ils publient sur leur homepage leur logo, c'est d'appeler leur logo. Parce que sur les 2 milliards de sites qui existent, vous imaginez le nombre de fois que Google rencontre le fichier logo.png. Parce que tout le monde appelle son logo. Donc bien sûr, le nom de l'image a son importance et il faut systématiquement penser à donner un nom, mais dès l'origine, un nom intelligible à l'image. Là, je vous ai mis une des images les plus célèbres du monde, qui est le baiser
du photographe qui s'appelle Robert Doisneau à l'Hôtel de Ville. C'est une photo historique et une photo mythique. Et puis, troisième chose que nous faisons en stratégie de contenu, c'est tout ce qui est film. Donc des shorts, des reels, des mini-séries YouTube, des reportages, 1000 choses que l'on peut faire, du design motion, 1000 choses que l'on peut faire en vidéo. Et donc, pour répondre à la question qu'est-ce que la stratégie de contenu apporte au marketing, aux entreprises, la réponse est du texte, des images et des films. Donc on peut résumer ça comme ça, la stratégie de contenu c'est du texte, des images et des films. Alors regardons une définition un peu plus construite, un peu plus précise de ces stratégies de contenu et de ce qu'est le contenu, pour bien le voir. Bon, je vous l'ai mis en anglais ici, mais c'est publier du contenu, donc images, photos et textes et films, pour attirer, acquérir, engager une audience ou une cible ou un public, ou si on est positionné, les personnes que vous visez. Et donc on a souvent l'habitude de travailler, je vais vous le mettre en grand, sur cette big picture du contenu. Donc la big picture, c'est ça, c'est les trois éléments clés. On vit, et donc là je vais vous faire une démonstration 1, 2, 3, et après je ferai 3, 2, 1. Donc 1, 2, 3. On vit dans un monde d'infobésité, donc on est submergé d'informations. Ce que nous produisons pour notre entreprise, notre produit, doit être légèrement différent pour sortir du lot, et que notre entreprise, notre marque, ou pour vous en tant que sportif, votre nom, deviennent des love marks. Donc c'est comme ça qu'on peut voir la big picture du marketing, du contenu. Si maintenant on le fait à l'envers, donc là je vous ai fait dans un monde d'infobésité, il est important d'avoir une bonne stratégie de contenu pour devenir une love mark, c'est 1, 2, 3. Je vous le fais maintenant dans l'ordre 3, 2, 1. Alors 3, 2, 1, ça dit pour que votre marque ou votre nom devienne une love mark, il faut avoir une bonne stratégie de contenu qui vous distingue de l'infobésité. Donc, en gros, le schéma est le suivant. Point 1, l'infobésité. Donc, je vous le montre ici en détail avec quelques mots un peu compliqués. Je suis désolé de tout ce jargon, de tout ce vocabulaire, mais c'est des choses qu'on utilise au quotidien dans les entreprises quand on parle de stratégie de contenu et de publication. Donc le premier point, vous l'avez là, l'infobésité. Cette infobésité, elle consiste à dire que nous vivons dans un monde où il y a une cacophonie d'informations, où il y a beaucoup d'informations. En 1 minute sur Internet, il y a je ne sais combien de milliers d'heures de vidéos qui sont postées, je ne sais combien de milliers d'informations qui arrivent sur les différents réseaux sociaux, etc., etc. Et cette infobésité, il faut bien en tenir compte, puisque vous comprenez bien que le travail qu'on va vous demander de faire, ou le travail que vous allez faire, va consister à ajouter de l'information dans ce monde dont on sait qu'il est déjà en infobésité. Donc vous allez rajouter de l'information dans un monde dont on sait tous qu'il y en a déjà beaucoup. Alors il y a deux attitudes par rapport à ça. Il y a des gens qui disent, puisque c'est ça,
On n'envoie plus de newsletter, on n'écrit plus de mails et de calls d'email, on en avait parlé la dernière fois, on n'appelle plus au téléphone parce que les gens sont submergés par le téléphone, on publie plus sur Instagram parce que il y a trop de posts sur Instagram, on fait plus d'infos sur LinkedIn parce qu'il y en a trop et elles sont trop mauvaises, et on publie plus de vidéos sur YouTube parce qu'il y en a trop. Alors bien sûr, si on fait ça, c'est une démarche, certains le font, du coup, on va être inaudible, on va être invisible. Donc il faut, malgré cette infobésité, et c'est là où arrive tout ce que j'ai à vous dire sur le brand content et sur les content strategy, il faut, pour sortir du lot de cette infobésité, faire un extrêmement bon contenu pour qu'il se distingue du lot et que ce ne soit pas un post en plus. J'ai vu 1000 posts aujourd'hui, j'ai scrollé 50 mètres d'informations, mais j'en ai retenu 2. La vôtre, parce qu'elle était particulièrement intéressante, parce qu'elle était particulièrement émotive, parce qu'elle était particulièrement sincère, parce qu'elle était particulièrement, ce que vous voulez, spéciale. Elle était très bien personnalisé à ma situation, à mon cas de figure, et bien du coup, je l'ai retenu. Et c'est ça l'état dans lequel il faut imaginer le contenu que vous allez publier demain, c'est que vous devez sortir de cette infobésité, et l'objectif final, je vous le remets en gros, c'est d'arriver à l'étape 3, c'est-à-dire d'être une love mark. Une love mark, c'est une marque qu'on aime au-delà du raisonnable. Donc je vous l'ai dit déjà la dernière fois, pour certains, la love mark, ce sera, je vais prendre un secteur qui ne vous intéresse pas, comme ça vous ne serez pas tenté par les marques que vous connaissez déjà. Pour certains, la love mark, ce sera Dyson. Un aspirateur Dyson, ça vaut 1000 balles, un sèche-cheveux Dyson, ça vaut 500 balles. Eh bien, est-ce que c'est... Je pense que vous allez me répondre non, enfin j'espère. Est-ce que c'est raisonnable de dépenser 500 balles dans un sèche-cheveux, ou est-ce que c'est raisonnable de dépenser 1000 balles dans un aspirateur? À mon avis, non. Mais comme Dyson est une love mark pour certaines personnes, eh bien, certaines personnes le font. Est-ce que c'est raisonnable de dépenser... Attention, il y a le modèle 8, je crois, qui est sorti aujourd'hui ou hier. Est-ce que vous savez ce que c'est que le modèle 8 de chez Thermomix? Thermomix, ça vous parle, Thermomix? C'était le 7, le TM7. Oui. Alors, alors 7, alors peut-être, j'ai déjà vu le 8, le 7. Il vaut... qu'est-ce que c'est qu'un Thermomix? 1600 €. Il vaut 1600 €. Et qu'est-ce que c'est qu'un Thermomix? C'est un hachoir c'est un hachoir dans une casserole. Pour ceux qui l'ont déjà utilisé, qui savent ce que c'est, c'est une casserole qui chauffe, et à l'intérieur de la casserole, il y a un hachoir. Donc si tu as un couteau et si tu as une casserole, tu remplaces un Thermomix. J'exagère. Un peu plus que ça, monsieur, quand même. Oui, je sais. Un peu plus que ça, quand même. Je sais. Mais globalement, est-ce que ça vaut 1600 balles? Non, mais Thermomix est une love mark, donc pour les personnes qui sont dans je vais utiliser un mot beaucoup trop fort, c'est pas ce que je veux dire, mais pour les personnes qui sont dans la secte Thermomix, ils vont t'expliquer que, oui, ça vaut 1600 balles, parce qu'il y a un écran de 10 pouces, il y a 3500 recettes, il y a de l'IA pour te dire ce que tu peux mettre dedans et tout, et tu fais des fantastiques recettes, mais je peux te jurer qu'avec une bonne casserole et un bon couteau, tu fais la même, mais peu importe. Ne nous lançons pas dans des développements comme ça, mais c'est juste pour vous dire que certaines marques sont devenues des love marks, et du coup, on va faire des choses irraisonnables. Pour moi, mes love marks à moi, ça va être du Apple. Est-ce que c'est raisonnable de mettre 1200 balles dans un téléphone? La réponse est non. C'est sûr que non. Mais certaines personnes, dont moi, on le fait quand même, parce qu'on a envie d'avoir ce téléphone-là, parce que Apple, pour nous, on nous appelle les fanboys, c'est les gens qui achètent les derniers produits Apple systématiquement, dont je fais partie. Eh bien, les fanboys, ils achètent les derniers produits Apple, ils peuvent pas s'en empêcher, et ils sont des love marks. Donc,
pour devenir une love mark, il faut avoir un contenu de grande qualité et qui va nous distinguer de cette infobésité. Je voudrais revenir juste 2 secondes sur les 2 mots ici en haut de l'infobésité, le fameux FOMO et JOMO, et la nomophobia aussi. Ces mots un peu complexes, un peu bizarres, c'est le fear of missing out. C'est la peur de manquer quelque chose qui nous oblige tous les soirs avant de nous coucher et tous les matins en nous réveillant à scroller pour être sûr que on n'a rien raté. Et dans la vie de tous les jours, peut-être vous les voyez au boulot avec vous ou dans les compétitions sportives avec vous, il y en a qui sont toujours sur leur téléphone portable en train de checker les mails, checker WhatsApp, checker Telegram, checker les SMS, checker leur dernière publication sur Insta, voir si elle a fait du buzz, regarder sur Strava si les gens qui nous suivent toujours, et puis pour certains qui sont des gamers, ils vont aller sur Twitch pour voir s'il y a des gens s'ils ont augmenté leur communauté. D'autres vont aller sur Discord. Enfin bon, chacun sa communauté, mais si vous avez quelques activités, vous allez passer votre journée à faire ce qu'on appelle de l'info-snacking, à passer de Strava à Twitch, à Insta, au mail, au SMS, à WhatsApp, et puis en plus si vous avez Telegram, Bing Telegram, et vous allez constamment naviguer là-dedans. Et puis l'opposé du FOMO, que vous devez connaître aussi, qui s'appelle le JOMO, c'est juste l'opposé, c'est le joy of missing out, la joie de rater un jour, une semaine de contenu, non pas qu'il soit débile, non pas qu'il soit inintéressant, mais dont on peut très bien se passer, on vit aussi bien sans ça, pour vous-même cultiver votre propre expérience qui va vous permettre de diffuser des contenus de plus en plus intéressants. Regardons 2 influenceurs importants, Lena Situation et Inoxtag. Les 2, ils ont fait des digital detox de 1 mois ou 2 pour se recentrer sur leur contenu à eux et produire du meilleur contenu quand ils sortent de digital detox. Alors effectivement, ils ont raté 1 mois de publication de tout le monde, mais ils s'aperçoivent au bout du compte qu'ils ont finalement pas perdu grand-chose. Je ne sais pas quel est votre réseau de prédilection, admettons que ce soit LinkedIn pour dire quelque chose. Si vous n'allez pas sur LinkedIn pendant 1 semaine, faites-moi confiance, il ne va pas se passer grand-chose. Vous pouvez très bien survivre à 1 semaine d'absence de LinkedIn. Et puis, quand vous y revenez pour dire des choses intéressantes et pas des bêtises comme ce qui est très 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 souvent dit. Et la nomophobia, c'est la no mobile phobia, c'est les gens qui sont angoissés à l'idée de se séparer de leur mobile pendant 1 minute, 2 minutes, 5 minutes, 10 minutes. Quelques petites citations pour agrémenter notre cours. Une première citation très 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 célèbre que vous voyez là qui dit « Content is king ». Et cette citation, elle vient de notre ami que je vais couvrir ici, mais je vais me cacher, vient de notre ami Bill Gates en 96, qui dit que le contenu est roi. Effectivement, il avait pas tort. Vous voyez que ça date pas d'aujourd'hui. Et moi, je vais vous rajouter que le contexte est encore plus important que le contenu. Donc, il faut bien comprendre. Et c'est pour ça que vous comprenez qu'il faut étudier il faut étudier son persona et ses attentes. Il faut étudier son persona, donc sa cible, et ses attentes, pour savoir dans quel contexte il se trouve, pour savoir quoi leur proposer comme contenu. Et donc c'est de l'étude de vos cibles que vous allez pouvoir en déduire
ma cible numéro 1, elle est plutôt intéressée. Alors, excusez-moi, je vais me mêler de choses que je ne comprends pas et que vous maîtrisez 1000 fois mieux que moi, mais c'est pour vous donner quelques exemples comme ça. J'ai tel type de cible qui va être intéressé par mes stratégies d'entraînement, par mes méthodes d'entraînement, par mes plans d'entraînement. J'ai telle autre cible qui va être intéressée par les résultats, par les compétitions. Et j'ai telle autre cible qui va être intéressée par, je dis n'importe quoi, ma vie privée, la manière dont je me vêtis en dehors des compétitions et les choses que j'aime en dehors du strict sport que je fais et pour lequel je suis célèbre. Et donc, en comprenant les attentes de vos différents publics, vous allez pouvoir comprendre le contexte et publier ces différentes choses. J'ai fait référence, j'espère que vous la connaissez. Si vous la connaissez pas, il est grand temps de faire connaissance. Je vous ai cité Inoxtag, mais celui-là m'intéresse assez peu. Mais je vous ai cité un autre influenceur qui s'appelle Lena Situation, Lena Mafouf de son vrai nom. C'est une personne qui a une stratégie marketing, une stratégie de communication extrêmement puissante. C'est quelqu'un qui est extrêmement bien câblé sur ce qu'elle doit faire, ce qu'elle peut faire et ce qu'il faut faire, et qui s'est déjà prémuni d'un éventuel problème avec un réseau en multipliant ses audiences pour différents contextes sur différents réseaux. Elle a une très grosse communauté, c'est sa première par rapport au vlog d'août, au fameux vlog d'août. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Donc là, elle a sa première communauté, on doit être à la 7e ou 8e saison des vlogs d'août, où elle poste un vlog, une vidéo par jour pendant tous les mois d'août depuis 6 ou 7 ans. Donc sa première communauté est sur YouTube, mais elle a cultivé une plus grande communauté encore sur Instagram qui est plutôt branchée sur la mode, et elle a cultivé une autre communauté sur TikTok et encore une autre communauté sur une autre plateforme, et peut-être vous allez pouvoir me le dire, cette plateforme sur laquelle elle accueille son podcast qui s'appelle Canapé 6 places. Et donc elle a eu l'idée d'un podcast. Grâce à son excellent anglais, grâce à ses relations dans la mode, dans le cinéma et dans la chanson, elle reçoit des stars que les grandes chaînes de télévision ne peuvent pas recevoir. Et donc elle les reçoit dans un podcast qui s'appelle Canapé 6 places. Elle aurait pu avoir la bêtise de mettre Canapé 6 places dans YouTube, ou elle aurait pu avoir la bêtise de mettre Canapé 6 places en Reel, ou en Insta, ou en Story, ou en ce que vous voulez. Et non, elle a eu l'intelligence de mettre Canapé 6 places dans Spotify, ce qui lui fait une 6e ou 7e audience différente. Et ça, c'est extrêmement important de diversifier ses audiences sur les différents réseaux sociaux qui existent. Et un des grands enseignements de Gary Vaynerchuk, que je pourrais vous traduire aujourd'hui pour vous en ces termes: allez investir les nouveaux réseaux sociaux immédiatement. Qui parmi vous est sur Blue Sky? Qui parmi vous est sur Threads? Je vous écris les mots dans le chat. Eh bien, c'est les deux derniers réseaux sociaux, ou Mastodonte, ou tant d'autres que je ne vais pas citer ici. Vous devez absolument, bravo pour le pouce sur 13, bravo pour Blue Sky, vous devez absolument aller, si vous voulez écouter Hubert Kratirov et bien plus que Hubert Kratirov, Gary Vaynerchuk, vous devez aller investir ces nouveaux réseaux sociaux pour créer une communauté sur ces nouveaux réseaux sociaux. Demain, si vous êtes ban, ou si vous êtes shadow ban, ou si vous êtes ghost de YouTube ou de Instagram, hop, vous rebondissez sur Blue Sky, vous rebondissez sur X, vous rebondissez sur... Alors, Threads, c'est déjà Instagram, donc si vous êtes ban d'Instagram, vous serez... Je sais pas comment ça se passe, j'ai pas l'expérience de personnes qui se sont fait ban de Instagram, et est-ce qu'ils sont toujours sur Threads? Je ne sais pas comment fonctionne la porosité entre les deux réseaux, c'est Mark Zuckerberg qui est à la tête des deux, mais ça pourrait être intéressant de regarder ça. Si on regarde l'excellente stratégie de Ferrari avec l'arrivée de Hamilton chez Ferrari,
Alors j'y connais rien en F1, alors excusez mes approximations, j'y connais pas grand-chose en sport à vrai dire, hein, donc je suis absolument nul en football, je sais juste qu'il y a des équipes, Red Bull, je suis nul dans tous les sports, mais Ferrari a fait un excellent travail de pré-saison. Je crois que la saison de F1 commence bientôt. Ils ont fait un excellent, sur les réseaux sociaux, ils ont fait un excellent travail de pré-saison et ils ont gagné 500 000 followers rien qu'en publiant l'histoire de l'arrivée d'Hamilton chez Ferrari avec... Bon, moi, j'y connais rien, donc ceux qui connaissent ont apprécié ça positivement. L'arrivée de Hamilton dans les locaux de Enzo Ferrari, à la Scuderia, dans l'immeuble, dans les ateliers Ferrari. Donc, ils ont fait tout un storytelling. Et donc, ce contenu-là a beaucoup plu aux gens qui n'étaient pas encore des followers de Ferrari et qui se sont mis à follow Ferrari sur YouTube. Et ils ont alors je crois que c'est plutôt sur Instagram, mais qui se sont mis à follow Ferrari sur Instagram, plus 400 ou 500 000, pas 10-20 000, hein, 400 ou 500 000 followers en quelques mois grâce à juste l'arrivée de Hamilton chez Ferrari. Qu'est-ce que ça va être quand ils vont avoir les premiers tours de piste de Hamilton dans une Ferrari? Qu'est-ce que ça va être quand Hamilton, je l'espère pour lui, j'aime beaucoup Hamilton, j'aime bien son style, mais du coup je déteste Verstappen, mais qu'est-ce que ça va être quand Hamilton va gagner son premier Grand Prix en Ferrari? Là ça va être une explosion et ils peuvent en tirer beaucoup de choses positives en communication. Donc, content is king et context is God, ça on a vu ça. Je voudrais vous parler un tout petit peu de l'historique du brand content. Donc, historique très très simple à faire pour que vous ayez les références. La première histoire sur le contenu, les stratégies de contenu, c'est cette marque qui fait des tracteurs qui s'appelle John Deere et cette marque que vous connaissez tous qui s'appelle Michelin. Donc John Deere en 1800, alors je sais plus quelle est la date, là on va la voir ici, 1897, a créé un magazine qui s'appelle The Furrow, qui ça veut dire le sillon en anglais, hein, le sillon que tracent les agriculteurs avec les... Et vous voyez la stratégie qui est une stratégie de content marketing, de marketing de contenu. Ils n'ont pas appelé leur magazine le tracteur John Deere, le tracteur vert, ou tout savoir sur le tracteur, ou l'histoire des meilleurs tracteurs du monde. Non. Ils ont publié un magazine, donc depuis 1897, donc il a 130 ans quasiment, le magazine. Ils publient un magazine qui s'appelle Le Sillon. Et le sillon, c'est ce que fait l'agriculteur avec un produit John Deere ou un autre produit et on parle de ce que l'utilisateur fait et non pas de ce que John Deere propose. Et donc les articles dans The Furrow, c'est comment faire ceci pour vos sols, comment économiser de l'eau pour arroser. C'est pas du tout comment utiliser son tracteur, comment entretenir son tracteur. Alors, il y a peut-être 1 ou 2 articles sur les tracteurs, mais vous voyez, on est très proche ici de ce que fait Red Bull. Alors Red Bull le fait encore mieux, mais on est très proche de ce que fait Red Bull. Et vous voyez le titre, je vais vous le mettre en gros ici, vous voyez le titre de ce magazine, c'est Journal of an American Farmer. C'est le journal d'un fermier américain. C'est pas le journal à la gloire des tracteurs John Deere. C'est le sillon pour les fermiers américains et ça existe toujours aujourd'hui. Et vous avez là le sillon, vous voyez, l'édition française de 2021 nous dit sur la piste du bas carbone
alléger son empreinte climatique et favoriser ou valoriser la séquestration du CO2. Donc c'est vraiment les problématiques des fermiers et non pas la vision du fabricant qui fait des tracteurs. Autre très belle réussite historique d'une stratégie de contenu, c'est le guide rouge Michelin, le guide Michelin, et les fameuses cartes Michelin. À l'apparition de la voiture, Michelin fait des pneus. Les pneus sont ce qu'on appelle de première monte, ils sont mis sur la voiture par le fabricant de la voiture. Donc au début, il n'y avait pas de pneus, c'était du cerclage acier ou du cerclage bois, donc pas très confortable, pas très agréable, etc. Michelin invente le pneu, après le pneu sur chambre à air, après le pneu sur chambre à air avec carcasse radiale, etc., etc. Mais le problème de Michelin, c'est que les utilisateurs ne consomment pas assez de pneus parce qu'ils ne roulent pas assez avec leur voiture. L'idée de génie de Michelin, 1902, ils se disent, on va offrir à tous les propriétaires de voitures un guide, le guide Michelin, qui vous explique où vous pouvez aller avec votre voiture le week-end. Vous pouvez aller voir le château de Versailles, un très beau château avec de beaux jardins. Vous pouvez aller dans tel restaurant à Rambouillet parce que il fait une très bonne cuisine de ceci ou de cela. Vous pouvez aller à l'hôtel à Montargis pour avoir ceci ou cela. Et vous comprenez que ce guide rouge, il est offert aux conducteurs de voitures uniquement pour leur donner des buts de promenade, et en allant se promener, les pneus vont s'user et du coup, ils vont devoir les renouveler. Donc c'est une idée absolument géniale de la famille Michelin d'offrir ce guide. Et puis après, le guide est devenu un produit à part entière, donc c'est devenu quelque chose aujourd'hui à part, mais l'idée première, c'était d'offrir des lieux et des destinations pour les utilisateurs. Alors, quelques petites choses que je voudrais que vous connaissiez, je vais vous en parler ici avec un ancien de GEM qui s'appelle Selim Niederhofer. Je vous mets son nom en gros ici. Donc voilà le Selim Niederhofer, qui écrit le guide du copywriting. Alors ne confondez pas les mots, hein. En anglais ils peuvent se ressembler, mais ils sont opposés. C'est pas le copywriting, donc copyright, interdiction de copier, c'est le copywriting du verbe écrire, et donc le copywriting, c'est comment écrire de manière convaincante, comment avoir, voilà, il le dit très bien. Écrire mieux pour vendre plus. Très bon livre de Selim. Si vous êtes amené à écrire vous-même les contenus de vos posts, je vous engage vraiment, je pourrais vous en donner une copie, je vous engage vraiment à lire ce livre du copywriting. Depuis, il a fait pas mal de vidéos, vous pouvez le retrouver dans les vidéos, vous pouvez suivre ses talks, vous pouvez faire plein de choses pour essayer d'écrire comme Selim Niederhofer, mais vous allez voir, connectez-vous au réseau de Selim, vous allez voir, dès qu'il fait un post, que ce soit sur LinkedIn, que ce soit sur Instagram, vous voyez tout de suite à l'axe qui est pris, au ton qui est donné, à la manière d'aborder un sujet, vous voyez tout de suite que c'est écrit par Selim. Il a un style, il a un ton, et quand il écrit pour des marques, parce que c'est aussi son métier d'écrire pour des marques, vous voyez tout de suite que ça n'a pas été généré par une IA, c'est quelqu'un qui est extrêmement intéressant, extrêmement intelligent, et qui trouve toujours une manière de bien présenter les choses. Et à chaque fois, il me surprend, et il a un site très intéressant qui s'appelle Les mots magiques, et son dernier ouvrage s'appelle Les mots magiques. Et je trouve que c'est effectivement ce qu'il fait avec les mots.
Il est un magicien des mots. Donc allez voir son site les-mots-magiques.com et éventuellement acheter son bouquin Les mots magiques aux éditions Erol. Et l'idée, c'est de savoir écrire d'une certaine manière. Alors, pour vous donner les clés du copywriting, ce que je peux vous dire, c'est qu'une manière d'attirer l'attention et une manière de passionner les gens, c'est de faire du storytelling. La chose qu'on retient le mieux, ce sont les histoires. Alors comment raconter une histoire, comment faire une histoire, comment mettre en scène, ça c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important et j'ai envie que vous suiviez cet adage ici. No story, je vous l'avais fait la dernière fois, vous allez croire que je le fais à toutes les sauces, mais non, il n'y a que 2 sauces. Vous aviez la dernière fois le no strategy, no business, et vous avez là le no story, no business. C'est vraiment quelque chose que vous devez apprendre à faire. Comment raconter une petite histoire avec un héros. Ce héros, il avait envie de faire ça et il n'y arrivait pas. Et alors je vous le fais un peu émotionnel. Et il s'est entraîné plus que de raison. Et en s'entraînant, il s'est blessé, mais il a su revenir après sa blessure. Ça l'a rendu plus fort. La fameuse résilience ou la résistance ultime. Et maintenant qu'il est plus fort, il s'entraîne mieux. Il s'entraîne différemment et il arrive à battre tout le monde et celui qui a failli tout abandonner, finalement c'est lui le grand vainqueur. Si vous arrivez à raconter des histoires avec une marque, avec un produit, avec une méthode, avec n'importe quoi, avec vous-même, avec votre vie, on vous écoutera, on vous retiendra, on vous choisira et vous deviendrez, vous, ou les produits que vous défendez, ou les marques que vous défendez, vous deviendrez des fameuses love marks. J'utilise souvent ce terme de love mark. Il est important, ce terme de love mark. Il a été popularisé par un certain Kevin Roberts, un monsieur très intéressant. Alors, est-ce que je vous ai mis les coordonnées de ce bouquin-là? Attendez, je ne crois pas. Est-ce qu'on parle de Kevin Roberts plus loin? Je vais plus loin dans le cours pour voir. Il faudra que je coupe ici. Ouais. Donc voilà le bouquin de Kevin Roberts. Je vous le montre en grand. Excusez-moi, je me suis perdu. Voilà, Kevin Roberts. Donc il faudra que je coupe à Love Mark. Il y a 1 minute à récupérer pour que tout le monde ne subisse pas cette recherche. Donc, le bouquin de Kevin Roberts qui s'appelle Love Mark exprime la chose suivante. C'était le CEO de Saatchi & Saatchi, une agence de pub, qui disait que les marques pouvaient devenir des love marks si les gens les aimaient au-delà du raisonnable. Et pour être aimé, une des solutions pour être aimé, c'est le fameux, j'en reviens, le fameux storytelling. Et retenez cet adage, no story, no business. Sachez transformer vos épopées, transformer vos messages en histoire. C'est l'histoire du petit monsieur machin qui avait tel problème et qui a surmonté ses problèmes. Un très bon TEDx Talk. Je pense que vous connaissez les talks de chez TED, T-E-D. Il y en avait même à Grenoble dans le temps, les fameux TED. Et un des TED les plus célèbres, c'est celui-là, celui de Simon Sinek. Donc je vous conseille vraiment de le regarder, qui parle du why. Il est très 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 célèbre, il est très vieux, c'est un des premiers TED qui ont été publiés. Et donc le fameux Simon Sinek
Donc on dit bien Sinek, on dit pas autre chose. C'est bien Simon Sinek. Il a fait un TED sur le why et il explique. Alors son TED, il est tout pourri. Il est en bras de chemise. Il tient le micro à la main. Il a même pas de micro casque. Il a, vous le voyez un tout petit peu ici. Je vais vous le mettre en grand. Il a un tout petit paperboard et il dessine des cercles sur son paperboard. Donc c'est vraiment la mise en scène la plus entre guillemets simplissime qui existe. Il n'a pas l'air tellement entraîné à son discours, mais c'est un des TED, un des podcasts qui a été le plus visionné au monde. Il dépasse les 150 millions de... Alors, 150 millions par rapport à des Inoxtag ou par rapport à des MrBeast ou par rapport à d'autres, c'est pas grand-chose. Est-ce que vous savez quelle est la plus grosse diffusion sur YouTube ? Pendant un temps, ça a été un Coréen qui s'appelait Psy, avec le Gangnam Style, qui a fait, je crois, 1,2 milliard vues. Et aujourd'hui, la plus grosse diffusion, qui fait 8 milliards de vues, 8 billion views, on YouTube. Eh ben, je vous laisse chercher pour la prochaine fois. Ce sera le teaser pour la prochaine fois. Donc n'hésitez pas à regarder cette vidéo de Simon Sinek sur le why. Elle est extrêmement intéressante et elle vous explique en gros tout ce qu'il faut essayer de faire. Dernier point avant d'aborder un sujet technique qui s'appelle la curation. Dernier point, et là encore une fois je vous passe une information extrêmement importante qui est la distribution de contenu. Alors, écoutez-moi bien. Vous allez comprendre tout de suite l'importance de cette distribution de contenu. Avec un acronyme, je vous le donne tout de suite, qu'on va tous retenir, qui est POEM, P-O-E-M. Je vous l'écris dans le chat, P-O-E-M, et qui correspond à la chose suivante. Imaginez, on oublie le digital, on oublie la communication digitale, on revient 10 ans, 20 ans, 30 ans en arrière. Vous êtes n'importe quelle marque de sport que vous aimez bien. Vous voulez faire passer un message à votre communauté, à vos utilisateurs. Vous faites réaliser une bande dessinée par un type hyper célèbre en bande dessinée. J'y connais rien en bande dessinée. Je vais vous dire n'importe quel nom stupide de créateur de bande dessinée, mais prenez le créateur de manga que vous préférez, prenez le créateur de dessin que vous préférez, et vous lui faites réaliser une vraie bande dessinée, avec une couverture en carton, avec des bulles, des pages, des phylactères, avec un 24 pages, et tout au long de la bande dessinée, il y a un héros qui au début ne se servait pas des produits de la marque, puis après il a commencé à se servir des produits de la marque, et il a été une super bande dessinée avec une vraie histoire. Vous lui faites écrire ça, vous en imprimez 10 000 exemplaires, vous me suivez bien, hein ? Donc ça coûte très cher de trouver un dessinateur pour faire une bande dessinée, ça prend beaucoup de temps, ça coûte très cher, vous l'imprimez avec une belle couverture en carton, en couleur à l'intérieur, en 24 pages, et vous faites imprimer ça à 10 000 exemplaires. 10 000 exemplaires d'une bande dessinée, ça fait bien 2 palettes de produits, 2 palettes et demie de produits imprimés qui arrivent. Et écoutez-moi bien, ces palettes de produits, vous les mettez à l'entrepôt, vous mettez une bâche dessus et vous les donnez à personne. Est-ce que, oui ou non, vous avez un bon outil de communication ? Ben oui, vous avez un excellent outil de communication, une super belle bande dessinée. Est-ce que ça sert à quelque chose ? Eh bien, ça sert à strictement rien parce que vous ne l'avez pas distribué. Eh bien, écoutez-moi bien, pour le digital, c'est exactement la même chose. Si vous avez des super belles photos que vous publiez sur Insta, si vous avez de super beaux posts que vous publiez sous forme de carrousel sur LinkedIn ou sur TikTok, et vous les publiez, et c'est tout ce que vous faites, retenez bien ça, vous faites exactement la même chose que celui qui imprime 10 000 bandes dessinées,
qui les met dans son garage ou dans son entrepôt, qui met une belle bâche dessus et qui ne les distribue pas. Parce que la production de contenu se divise en deux et les budgets, écoutez-moi bien, les budgets se divisent en deux, la moitié pour la production du contenu, donc la génération du contenu, la prise de vue, le texte, l'édition vidéo, le montage vidéo, le design motion, les intercalaires, les intertitres et les traductions qu'on va faire, les sous-titrages. Donc une moitié du budget est concentrée sur la fabrication, un peu comme ma bande dessinée. La moitié est consacrée à payer l'auteur, à payer la bande dessinée, à payer l'impression. Et l'autre moitié du budget est destinée à distribuer le contenu, ce qu'on appelle le content distribution. Et ce content distribution, il va se faire avec l'acronyme POE, Paid, Owned, Earn. Vous l'avez ici. Paid, Owned, Earn, marketing ou média ou ce que vous voulez. C'est pas très important le M, mais Paid, Owned, Earn. Donc le contenu que vous avez produit, la photo que vous avez faite, imaginons que vous ayez, ce qui est déjà pas mal, 10 000 followers sur Insta. Ou 10 000 followers sur LinkedIn, peu importe, comme vous voulez, 10 000 contacts sur LinkedIn ou 10 000 abonnés sur YouTube. Vous produisez un nouveau contenu. À votre avis, ce contenu va être visible par quel pourcentage de vos followers, de vos abonnés ou de vos contacts? Les gens pensent 20%, 25%, 15%. La vérité, elle est dans le chat. Maximum 3%. Donc, si vous avez 10 000 followers, on va montrer votre photo à 300 personnes. Et les 9 700 autres, elles ne verront pas votre contenu. Donc si vous voulez que votre contenu soit visible, il faut que vous payiez, il faut que vous le sponsorisiez, il faut que vous entreteniez le buzz, il faut que vous poussiez votre contenu auprès des gens qui vous suivent. Sinon, l'algorithme de base de LinkedIn, de Insta, de TikTok, il est encore différent, mais bon, peu importe. Les algorithmes de base de tous les réseaux sociaux feront que votre photo, votre film, votre texte ne sera ni vu, ni lu, ni regardé. Donc il faut le distribuer. Et encore pire, si vous mettez votre vidéo, votre image, votre texte dans un blog post, dans un site internet avec un blog ou sur votre site internet, et bien là, si vous ne faites rien, vous aurez carrément 0 visiteur. Donc si vous entretenez un blog post avec WordPress, avec n'importe quoi d'autre, WordPress étant à la fois la pire et la plus grosse solution qui existe, mais elle n'est pas très bonne, mais bon, elle existe, donc on en parle. Si vous mettez vos informations dans WordPress, il faut derrière que vous fassiez en sorte que les gens viennent dans l'endroit où vous êtes pour qu'ils admirent vos créations. Et c'est ce qu'on appelle le paid media, le premier P que vous avez ici, le paid, donc ça c'est la publicité que vous payez, le owned, c'est ce que vous possédez, donc vos mailing lists, vos newsletters, vos followers, etc. Et le earned, c'est ce que vous gagnez parce que vous allez publier ces informations auprès des gens qui vont vous liker et qui vont faire différentes choses. Donc là, on a vu toutes les choses importantes sur le cours. J'aimerais vous faire, comme je le fais à chaque fois, un petit exercice en démonstration sur la curation. Donc je vais vous expliquer ce qu'est la curation et je vais vous montrer pratiquement comment on fait cette curation. Alors la curation,
Qu'est-ce que c'est? C'est un terme un peu bizarre. En anglais, c'est un mot du langage de tous les jours, mais en français, il est assez peu utilisé. La curation, c'est tout simplement le fait de regrouper des articles que vous n'avez pas écrits. Donc vous allez sur les médias que vous connaissez bien. Je vais dire l'équipe parce que je connais pas beaucoup de médias sur le sport, mais des médias sur les sujets que vous connaissez bien. Donc vous allez voir les médias que vous connaissez bien, les articles que vous connaissez bien, les newsletters que vous connaissez bien. À chaque fois qu'il y a un article qui vous paraît intéressant en tant que spécialiste de cette matière, vous allez le mettre dans une espèce de revue de presse. Donc vous allez et c'est là les différentes étapes de la curation. Vous allez sélectionner des articles, vous allez les mettre côte à côte, vous allez les éditorialiser, les contextualiser, éventuellement les enrichir, et pourquoi pas derrière les partager. Et si vous faites tout ça, ça s'appelle de la curation. Et il y a plein d'outils pour faire de la curation, et notamment donc si vous faites une thèse, ou si vous faites un mémoire, ou si vous faites un dossier avec votre entreprise, ou avec l'école, ou avec n'importe quoi, ben, il peut être intéressant pour vous, sur la thématique que vous avez choisie, de choisir un thème de curation et de regrouper les meilleurs articles du moment sur ce thème-là. Donc, bien sûr, on peut le faire à la main, c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous avez un bon article, vous ouvrez un fichier Word, vous copiez, vous collez. Bon, j'espère que vous n'êtes plus sur Word, j'espère que vous êtes sur Notion, j'espère que vous êtes sur des logiciels un peu plus modernes que le bon vieux Word. Mais bon, si vous faites un regroupement de tous les articles que vous voyez et que vous en faites une espèce de petit bouquin et que vous distribuez le bouquin, ben, c'est de la curation. Sauf qu'aujourd'hui, il y a des outils pour faire cette curation et je vais vous faire une démonstration de Pocket, celui que vous avez ici, avec le petit logo en clic ici, qui s'appelle Pocket. Donc, je vous fais une démonstration de Pocket. Donc, au passage, je vous remontre les notes que vous avez. Et je vais me mettre en bas ici, en tout petit. Donc, voilà les notes du groupe, parce que je verrai après si les gens ont répondu à d'autres sujets. Donc on va aller sur l'usine digitale. Moi, c'est les médias que je suis, donc je vais sur le site de l'usine digitale. Je cherche un article qui m'intéresse. Donc cela m'intéresse pas. Voilà, celui-là m'intéresse beaucoup. Google va tracer les utilisateurs avec du fingerprinting. Donc j'ouvre l'article. Vous voyez, l'article, il a une URL là en haut. Plutôt que de copier cette URL, plutôt que de copier l'article qui parle de ce fameux fingerprinting, je vais tout simplement regarder la manipulation. Elle est incroyablement simple. Je suis trompé de logiciel. Ici, on a Google. Vous voyez, j'ai le même folder qui s'appelle test. Google va tracer les utilisateurs avec le fingerprinting. Je vais dans test. Je vais dans Home, je reprends mon fingerprinting, je le move to folder test, voilà. Donc là, il est bien dans test, Google va tracer les utilisateurs du fingerprinting, et maintenant, mon test, je le mets visible pour tout le monde avec un lien, et je peux vous donner cette URL, je vous la mets dans le... Excusez-moi, je me suis trompé entre Pocket et Instapaper. J'ai fait une petite confusion. Donc maintenant, tout le monde peut voir en cliquant sur le lien que je vous ai mis dans le chat, ma curation de documents avec l'âge du corps, les 5 étapes clés, l'IA, intelligence artificielle. Vous voyez tous à peu près la même chose. Désolé, j'ai confondu deux logiciels que j'utilise en même temps. Pocket ne permet pas le partage, alors que Instapaper permet le partage. C'est pour ça que vous me voyez hésiter auparavant. Donc on va arrêter le cours et je vais arrêter l'enregistrement ici. Et je vais vous soumettre à une question individuelle pour faire un petit travail. Alors non pas de groupe, parce que je ne vais pas vous mettre en groupe, vous n'êtes plus que 3 présents ici. Mais je vais vous laisser quelques minutes
pour me résoudre la question suivante que je vais développer dans... vous voyez dans la slide ici, c'est pas Pocket, mais c'est Instapaper qu'il faut utiliser, mais c'est le même principe que Pocket que je vous ai montré, sauf que Pocket ne permet pas le partage. Donc pour finir cette vidéo, je vais vous laisser un petit travail à faire individuellement et on va se le corriger ensemble. Et pour terminer, vous dire quels sont les bouquins à lire sur cette session. Vous savez qu'à chaque fois, on a des livres à lire. Donc, What to Read Next. Donc, ce coup-ci, c'est bien sûr le Day Trading Attention de Gary Vee. C'est un bouquin classique de Joe Pulizzi sur le content marketing et le fameux bouquin de Selim Nederhofer sur le copywriting. Donc voilà, ça annonce la fin du cours. Donc j'arrête l'enregistrement